qu'est-ce que moi, maintenant, je peux faire pour changer les choses qui ne me conviennent pas. Et je me suis dit, en fait, l'après-cancer, on a été le patient, celui qui subit pendant tellement de temps, on a besoin de reprendre la main, quoi. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quelle bombe en pleine figure d'apprendre à 30 ans et enceinte jusqu'au cou qu'on a un cancer rare, un cancer des glandes salivaires. Il faut provoquer l'accouchement et s'entendre dire des choses presque inaudibles avant même d'avoir ce petit bébé dans les bras. Votre élocution sera très impactée, vous ne parlerez peut-être plus jamais comme avant, il faut vous enlever la mâchoire, il faut peut-être vous enlever la langue, il faut vous opérer juste après l'accouchement. Un cancer est déjà assez difficile comme ça. Mais un cancer si jeune et enceinte, je trouve que c'est vraiment trash. Mon premier réflexe est de penser, mais pourquoi tu viens voler les belles années de maternité de cette jeune femme ? La joie de son premier bébé, Théodora, la joie de l'accouchement. La joie de l'accouchement, Magali l'a ressentie à 200%. Toutes deux ont été extrêmement courageuses. Théodora en néonate et Magali dont le visage était bien abîmé par les interventions. Elle a mené son combat pas à pas, avec courage et détermination. Elle a eu une deuxième petite fille, et puis, boum. Post-cancer et postpartum n'ont pas fait bon ménage. Et ce fut la dépression, la chute. Mais j'ai envie de dire, la chute pour mieux rebondir. Un événement, qu'elle vous racontera dans quelques instants, a été un électrochoc, un détonateur, un déclencheur. Elle a ressenti une urgence de vivre absolument incroyable. Dans l'heure qu'a suivi cet événement, elle avait déjà trouvé le nom de son site internet, Vie et cancer. Et j'ai envie de dire, elle a fait la révolution. Une superbe révolution. Elle était la première en Belgique à insister sur cet après-cancer. Elle voulait informer, lever les tabous, et elle s'est énormément penchée sur l'après-cancer et le retour au travail. Elle a littéralement fait bouger les lignes dans ce domaine. Elle est partie avec son bâton de pèlerin, et son message auprès des employeurs et des employés est clé. Ce n'est pas parce qu'une personne a eu un accident de la vie qu'elle n'est plus rien. Au contraire, il faut valoriser ses capacités restantes et toutes les nouvelles capacités acquises au cours de la maladie, comme la gestion du stress, la gestion des priorités, une meilleure connaissance de soi, plus d'empathie, une meilleure connaissance de ses limites, bref, un paquet de soft skills qui sont tout à fait bénéfiques pour l'entreprise. S'il y a un plan de réintégration, il y a un véritable win-win. Enfin, elle dit un win-win-win, un triple win-win dont elle vous parlera. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, enrichissant et un message à faire circuler partout et haut et fort. Magali nous parlera de la fatigue post-cancer, de la reconstruction psychique qui est un véritable travail, de la transformation des coups durs de la vie en une force, de la résilience et bien plus encore. Elle offre des outils incroyables et terriblement pratiques. C'est ce que j'adore avec elle. Elle est dans l'action, la mise en action, poussée par une espèce de force vitale incroyable. C'est une passionnée qui a une telle envie de rendre et d'aider les autres. Moi, en tout cas, j'avais une pêche d'enfer après l'interview. Sa passion est contagieuse et c'est génial. Ça n'a vraiment pas été facile tous les jours. Et même s'il a encore des coups de mou qu'elle ne cache pas, elle a voulu transformer l'obstacle en tremplin et elle l'a fait avec brio. Bonjour Magali. Bonjour Delphine. Merci mille fois d'avoir accepté l'invitation de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Merci à toi. Hyper honorée. On commence toujours avec un petit descriptif du contexte en fait. Donc, si tu pouvais donner ton âge, la composition familiale, assez particulière. Et puis, voilà, l'événement qui a changé ta vie, quand c'était, un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé. Et puis, tu commences où tu veux, tu termines où tu veux. Alors, donc, moi, je m'appelle Magali, j'ai 40 ans.
Alors ma composition familiale, je suis mariée avec Mathieu. On est ensemble depuis à peu près 16 ans, je pense, et on a 4 enfants, 4 filles, dont une petite surprise il y a 2 ans. Donc on a terminé avec des jumelles monozygotes. Donc voilà, 2 pour le prix d'un. Et donc je dis en passant qu'elles sont absolument à croquer. Oui. Donc voilà. Alors oui, moi j'ai été diagnostiquée d'un cancer rare des glandes salivaires à l'âge de 30 ans. Et quand je dis à l'âge de 30 ans, c'est parce que j'ai vraiment reçu le diagnostic juste 2 jours après mon anniversaire. Alors j'étais enceinte de mon premier enfant. Ce qui est une particularité aussi, c'est que j'étais déjà à 7 mois de grossesse. Et donc effectivement ce cancer avait littéralement flambé. Alors peut-être parce que, ou grâce, en fait, moi je préfère dire grâce à la grossesse, on a permis vraiment d'en mesurer l'étendue. Sinon c'est un cancer qui peut être très insidieux et qu'on découvre parfois tard. Et donc il a déjà fait beaucoup de dégâts. Du coup là, comme il a véritablement flambé en quelques mois, il fallait aussi agir urgemment, ce qui voulait dire provoquer l'accouchement, parce que bien sûr on ne pouvait pas faire tous les examens nécessaires à tous les rayons, voilà, on pouvait pas savoir jusqu'où c'était étendu tant que ce bébé était là. Donc il y a eu un peu un petit bras de fer entre le gynécologue et l'oncologue, puisque chacun, ça souvent dans la médecine actuelle, enfin ça change heureusement, mais chacun va se battre un peu pour sa chapelle. Et donc l'idée était de dire que finalement à 34 semaines un bébé est tout à fait un prématuré tout à fait viable, dont généralement les poumons sont déjà formés. Et donc 2 semaines après le diagnostic, on a provoqué l'accouchement de ma petite Théodora, qui est née et qui a été évidemment en néonatologie. Et 8 jours après, on m'opérait. Et donc, quels étaient tes symptômes? Alors oui, les symptômes, donc c'est particulier, je pense que j'ai entendu ça dans le cas d'autres mamans qui étaient enceintes au moment du diagnostic, c'est qu'en fait, quand on a des petits maux particuliers, on va souvent les passer sous le filtre de la grossesse. Donc moi, j'avais une fatigue intense, mais je pense que toutes les femmes qui ont été enceintes ont eu une fatigue intense. Maintenant, c'est vrai qu'à posteriori, quand je compare à mes autres grossesses, c'était une fatigue de coups de massue phénoménale. Mais voilà, j'avais effectivement des difficultés à avaler, la bouche sèche, mais enfin ça, on peut toujours tout mettre sur voilà. Si jeune, on n'est tellement pas dans cette réalité-là. Complètement. En fait. Et puis moi, j'avais beaucoup, par exemple, entendu parler de cancer du sein, mais alors un cancer des glandes salivaires, ou même un cancer de la langue. Jamais entendu parler, je ne savais pas du tout que c'était quelque chose de possible. Et en fait, le moment qui est devenu quand même critique, c'est un jour, à un dîner entre copines, mes copines se sont mis à me charrier parce que je zozotais. Or, moi, j'étais toujours... j'avais pas l'impression que j'avais un problème d'élocution, et j'en avais pas à l'époque. Et donc, c'est vrai que je trouvais ça curieux. Je me dis, en fait, ma langue gonfle. Et en fait, c'est tout le plancher buccal qui était complet. J'avais une tumeur phénoménale. Et je me rappelle que à ce dîner, je faisais un peu l'autruche, il faut l'avouer. Je suis allée voir dans un miroir et ma gencive, vraiment, tout le plancher buccal était complètement enflammé et remontait jusqu'au bord de mes dents. Et là, je me suis dit, alors ça, il y a un problème. C'est du jamais vu. Et donc, j'en ai parlé directement à mon gynécologue qui m'a dit, il faut courir voir un stomatologue. Et ce stomatologue m'a dit, on va faire une biopsie. Alors, le mot biopsie, quand même, ça m'a mis la puce à l'oreille, mais je restais dans un déni. C'est une allergie, c'est une allergie, c'est une allergie. Mais oui, mais parce qu'enceinte, portant la vie, à ton âge, on peut même pas imaginer une seule seconde. Pas une seule seconde. Sauf que le jour où je suis allée pour les résultats, ça je m'en rappelle encore comme si c'était hier, je me revois passer la tête par la porte du bureau de mon collègue et de la stagiaire qui était là, et de leur dire, j'espère quand même que c'est pas un cancer. Et les deux partaient d'un grand éclat de rire, allez, à demain, t'inquiète pas, c'est rien du tout. 1 heure après, effectivement, le mot terrible était prononcé, quoi. Et donc cet accouchement provoqué, des traitements tout de suite avec cette petite... Voilà. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu comme traitement? Alors, déjà, ça a été très particulier entre le moment où, du coup, c'était un fait, c'était un cancer, et l'accouchement, parce que j'ai pleuré, je pense, toutes les nuits, je me levais,
j'allais méditer, prier pas, hein, pour un miracle, je tiens à le dire, pour un miracle, pour que ce soit qu'un cauchemar. En plus, on n'avait pas encore pu faire tous les examens, et du coup, on savait pas encore si le cancer, si la tumeur était infiltrée dans les os, etc. Et donc, il y avait aussi déjà, à ce moment-là, soit on enlève entre guillemets, on enlève que la langue, soit on va devoir retirer toute la mâchoire, et donc là il y a une reconstruction faciale, et moi j'étais là mais hors de question, je vais défigurer, donc je là, ok, donc déjà pour la langue, moi qui adore parler, je là et je vais reparler normalement, ah ben non, ça sera plus comme avant, ça je pouvais pas l'avaler. C'est quand même une autre dimension parce que c'est quand même le visage, oui. C'est quand même c'est ce qu'on présente au monde en fait, mais quand on se présente. Bien sûr. Ouais. Et moi qui avais fait la com pour et donc dire... là t'avais même pas, on t'annonce tout ça alors que tu n'avais même pas encore accouché. Tout à fait. Et alors on m'annonce les différents scénarios. Après il faudra peut-être retirer la mâchoire. Et donc déjà la langue, ça avait été compliqué. Puis je me dis bon, alors au moins pas la mâchoire. Donc j'étais vraiment tout dans les différents scénarios comme ça. Et en fait, c'était même pas la mort à ce moment-là qui m'effrayait. C'était dans quel état je vais m'en sortir. Oui. C'était vraiment ça. Il y a alors la logopède qui m'avait dit de manière assez violente, d'ailleurs ce n'est pas chez elle que je suis allée après, qui m'avait dit donc comment vous allez appeler votre petite fille. J'avais dit Théodora. Ah vous pourrez plus prononcer la lettre T. Avec ce que vous allez avoir comme chirurgie, c'est impossible. Délicatesse absolue, épouvantable. Oui, donc voilà, il y avait vraiment des choses très très dures comme ça. Et puis évidemment, ce petit bébé qui arrivait, et puis moi je pense déjà pour toute jeune maman, mais dans mon histoire personnelle aussi, me dire que j'allais abandonner ce bébé si je mourais, c'était inimaginable. C'était pas possible que je ne sois pas là pour ma fille. Oui. Donc il y avait vraiment beaucoup de sentiments mêlés, et j'avoue que l'accouchement par contre a été une bulle d'amour, de bonheur, de bien-être. Ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est super bien passé, vraiment. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a porté par la suite ou pas? Sans doute. Oui. J'ai du mal à dire complètement, mais certainement que il y a alors le service de néonatologie à Saint-Luc des Cœurs qui tous les jours m'ont amené mon bébé avec la couveuse dans ma chambre, parce que pour moi il était hors de question de sortir de cette chambre. J'étais défigurée, c'était horrible. Oui, donc l'opération a eu lieu, oui, tu as dit 2 jours après. 8 jours après. 8 jours après. Donc en fait, elle était encore en néonatologie, et toi t'étais opérée, quoi. Donc elles ont vraiment bien veillé à ce que le lien soit là. Donc vraiment un service au top, quoi. Bon, alors après, donc les traitements, deuxième bébé, est-ce qu'on t'avait dit quelque chose par rapport à un deuxième enfant Alors, oui, ça aussi, ça a été un petit peu violent. Il faut savoir que du coup, j'ai été donc en urgence chez une gynécologue à Saint-Luc, qui était réputée pour les accouchements ou en tout cas les naissances difficiles, et qui m'a dit un peu sans ménagement. Bon, j'imagine qu'on va peut-être faire du coup une césarienne. Il va falloir préserver vos ovaires. Moi, je suis pas du tout technique pour bref ce qu'il fallait préserver, quoi. Hein. Si vous voulez d'autres enfants après, parce que avec la chimio, on n'a pas encore parlé de chimio. Et puis heureusement, mais moi je crois que j'ai toujours eu un ange quand même dans tous ces moments-là. Je sais pas, j'ai pas rebondi là-dessus. Et donc l'accouchement s'est fait par voie basse. Il n'y a pas eu de césarienne. Et effectivement aussi, il n'y a pas eu de chimio ni de radio. Mon oncologue s'est battu en conseil multidisciplinaire par la suite en disant on a retiré tout, les marges sont saines. Alors petite parenthèse, on a effectivement retiré la mâchoire. Ils ont même pas réussi à la couper tellement elle était dure. Elle m'a dit on n'a jamais vu ça. Tellement c'était solide, résistante. Ouais. Donc en fait voilà, et les marges étaient saines. Donc elle a dit on va pas bombarder cette jeune femme avec tout ce qu'on a au Karcher, on va attendre. Et surtout que c'est un type de cancer dans lequel la récidive est quand même assez fréquente, et dans les 2 ans. Donc elle m'a dit on va garder finalement des munitions pour le cas où. Et donc un choix qui en fait avec du recul, mais je me rendais pas compte, m'a vraiment permis de me préserver une qualité de vie. De effectivement j'ai pu avoir des enfants après, mais surtout j'ai pu avoir des dents. Parce qu'il faut savoir quand même que pendant 2 ans, j'avais pas de dents en bas, et que si on avait été sur de la radiothérapie, on aurait certainement fragilisé l'os avec lequel on avait reconstruit, qui était un os, la jambe, du péroné qu'on a enlevé.
et que alors là, j'aurais certainement pas pu avoir des dents. Donc voilà. J'ose pas imaginer l'angoisse. Oui, la parole, en fait, tu l'as perdue un petit peu ou pas Alors oui, l'élocution, moi je ne peux plus m'écouter parce que j'ai toujours l'impression que ça va, mais quand je m'entends en enregistrement et je fais de la radio, donc voilà. Oui, je tiens quand même à dire que Magali fait des chroniques radio, hein, donc rien ne l'arrête. Voilà, mais c'est toujours painful. Enfin voilà, je ne peux plus m'entendre, ou alors vraiment en coupant l'émotionnel juste pour le contenu. Oui. Mais donc oui, clairement l'élocution a été impactée, et puis le visage n'est plus le même. Alors les dents d'au-dessus qui étaient toutes droites, mais comme il y avait plus rien en dessous pendant 2 ans, elles sont un peu parties en vrille. On m'a pas parlé d'orthodontie à ce moment-là. Donc voilà, j'aime moins sourire. Alors que voilà, donc en photo c'est toujours un peu compliqué. Il y a encore des trucs d'image, même si voilà, je travaille énormément dessus, etc. L'autre jour, il y a même ma deuxième fille qui a vu une photo de moi à 20 ans et qui m'a dit c'est toi. Bah voilà, prends-toi ça. Mais c'est ok. Après, je pense que n'importe quelle femme de 40 ans montre une photo d'elle à 20 ans à sa fille, il y aura certainement un petit choc. Donc, c'est pas dit que c'était vraiment ça. Moi, je l'ai pris comme ça, mais en fait, peut-être qu'il y avait certainement plein d'autres choses. Donc oui, il y a une réappropriation de son corps, de son image, mais en même temps, j'ai envie de dire, quelque part entre, je me dis, je sais pas moi, une Cindy Crawford qui est toujours magnifique par ailleurs, mais qui peut-être a plus de mal à se regarder vieillir ou pas, peut-être qu'elle le vit extrêmement bien. Ben voilà, je me dis de toute façon, on n'est jamais la même qu'on était à 20 ans, voilà, et la vie fait que il y a encore des moments où je me trouve très jolie, donc tout va bien, mais il y a une vraie réappropriation qui a été très compliquée et qui est toujours un travail. Donc il y a des moments où je me sens très très bien et il y a des moments où j'ai des coups de blues. Voilà. Oui, mais c'est une mutilation, hein. Oui. Donc c'est vraiment, et en plus plus visible. Donc c'est vrai qu'un sein on peut le cacher, d'autres parties du corps, c'est voilà. Alors on a un petit peu parlé la semaine dernière et j'aimerais bien que tu nous racontes cet événement où tu as ressenti une espèce d'urgence de vivre. Oui, vraiment un événement qui, à chaque fois que je le raconte, je le revis. Donc, évidemment, il y avait peu de gens autour de moi qui étaient touchés par le cancer de mon âge, et encore moins, j'avais pas d'identification avec des jeunes mamans ou enceintes, qui avaient vécu ces tourments-là. Et je faisais partie d'un groupe Facebook de mamans. Et dans ce groupe, je lis un jour un témoignage d'une maman en rémission qui explique qu'on avait découvert justement son cancer lors de sa 4e grossesse, où tous ces mots avaient été de nouveau passés sous le filtre de la grossesse. Donc, ça a été diagnostiqué très très tard. Et elle raconte ce parcours. Et moi, évidemment, je suis complètement touchée, je crois comme toutes les mamans du groupe, mais je lui ai écrit en disant on n'a pas le même type de cancer, et donc on commence à échanger. Je crois qu'elle aussi était très heureuse de trouver. Oui, parce qu'elle était vraiment, oui, je la connais aussi. Elle était vraiment seule de son espèce. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout a explosé. Il y a beaucoup plus de groupes de femmes enceintes, mais à l'époque, oui, on peut dire à l'époque. Oui, à l'époque, c'est horrible de dire à l'époque. À l'époque, oui, c'est vrai ça. Et non, tout à fait. Et donc on commence à échanger avec vraiment dans l'idée de se rencontrer. Moi, à ce moment-là, j'ai aussi, pour la petite histoire, un retour au travail compliqué, mais on en reparlera sans doute. Oui, ça on en reparlera. Lié aux effets de l'après-cancer. Et donc, j'avais du mal à caser ça dans mon agenda parce que je devais me concentrer aussi sur d'autres choses. Aux joies, je retombe enceinte, donc on a dit ça, c'est aussi un bonheur. Et je lui dis, tu sais, du coup, qui dit bébé dit congé de maternité. Donc à ce moment-là, j'aurai du temps, je viens de voir, super, etc. Puis j'ai plus trop de nouvelles directes. Elle me dit qu'il y a des trucs qui l'inquiètent et ça s'arrête. Oui, parce que ça a été, c'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu. Elle avait accouché de son 4e. Elle avait accouché de son petit 4e entre-temps, etc. Et donc, d'ailleurs, 1 an après la naissance de ce petit garçon, c'est à ce moment-là qu'elle avait été en totale rémission et bonheur. Et puis un peu, rechute, oui, des rechutes, inquiétude, etc. Donc moi, à un moment, c'est vrai qu'on n'était pas non plus, copines, on était épistolairement en contact, oui. Et il y avait ce lien particulier, mais voilà. Et donc à un moment, j'ai plus trop de nouvelles, et puis donc je lui ai écrit.
tiens, alors on se verrait en avril, etc. Et puis en fait voilà, un jour, je vais sur ce groupe et j'apprends par une de ses amies qui explique qu'elle nous a, qu'elle est partie, qu'elle est morte. Hein, on ose rarement dire le mot, mais voilà, elle est décédée. Je te jure, Delphine, que je me suis littéralement écroulée en étoile, les deux bras comme ça, par terre sur mon parquet comme ça dans mon appart, en hurlant comme une bête sauvage. J'ai gueulé. J'en ai encore des frissons maintenant. Ouais. Et j'ai hurlé. Et puis je me suis dit, et en fait, en un coup, c'est comme si j'avais un électrochoc, mais vraiment une décharge. Et je dis, bon, maintenant ça suffit. Qu'est-ce que tu fais, Mag? Tu continues. Il faut savoir que je suis beaucoup dans la plainte. C'est pas juste. Je suis moins jolie qu'avant. Encore par rapport à ton cancer, oui, surtout, oui. Oui. Donc, là, on était en 2014. Donc, 3 ans. Oui. Après. Oui. Et j'étais beaucoup dans la plainte, et c'est pas juste, et au boulot, personne ne me comprend. Et très dans la victimisation, ça va pas, pourquoi vouloir revenir en arrière. Presque moins bien que juste après le cancer ou pendant le cancer, oui, en fait. Oui, c'était plus dur, oui, quoi. Pendant, c'est pas à pas, hein, tu vois, oui, tout à fait. Pourvu que je puisse avaler, pourvu qu'on m'enlève la sonde, pourvu qu'on me mette des dents, enfin, tu sais, et là, tout était fini, et j'y arrivais pas. C'était vraiment le gros contre-coup, quoi. Ah oui, j'arrivais pas, j'étais en dépression totale. Et du coup, choc. Et je me suis dit, en fait, elle a été en rémission, et puis plus. La vie ne tient qu'à un fil. Elle a des jeunes enfants. Ça peut être moi demain. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de passer même la journée peut-être qui me reste, enfin, pour caricaturer, à me plaindre ou à faire quelque chose? Et je crois dans l'heure qui a suivi, j'avais le nom de mon blog, Vie et cancer, pour parler de la vie, parce qu'avant tout, il y a de la vie. Tant qu'on est là, il y a de la vie. Bien sûr. Et de ce qu'on voulait faire de cette vie. Donc, j'étais là, on va arrêter le pourquoi ci, pourquoi ça. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je transforme ça? Et en un coup, mais c'est marrant, parfois il y a des moments clés, hein. Je me rappelle d'une copine qui m'avait dit qu'elle était devenue coach. Et je lui ai écrit, j'ai dit, c'est quoi un coach? Est-ce qu'on peut aller prendre un café? Tu vois? Et donc les choses se sont mises en place un peu à partir de ce moment-là. C'est fou de se dire, voilà, un électrochoc. Électrochoc. Alors c'est peut-être comme si le terrain était peut-être prêt pour, mais c'est incroyable, hein, d'avoir c'est un événement qui a changé ta vie. Complètement. Ça a été le déclencheur. Le déclencheur, quoi. Et donc après, voilà, j'aimerais bien que tu racontes tout ce que tu as mis en place. Oui, tout cet après-cancer, hein, dont on, voilà, quand on est en plein dedans, on se rend pas compte qu'il y a un après, on attend l'après avec impatience, et en fait, l'après. L'après. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que je t'ai rencontré, parce que c'est vrai que tu parlais énormément de l'après, donc raconte-nous ton après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu peux surtout dire à toutes ces femmes? Alors, peut-être pas celles qui commencent maintenant. Et encore, je trouve que c'est pas mal, en fait, de le savoir dès le départ. Parce qu'il y a la lumière, hein. Oui, c'est ça. Qu'elle n'éteigne pas maintenant. Oui, c'est ça, une grosse lumière au bout du tunnel. Mais voilà, donc parle-nous de l'après et de tout ce que tu as mis en place. Alors, c'est vrai que je trouve que maintenant on commence à en parler, mais il y a 10 ans, à un moment, c'est voilà. Et merci d'être venu, je caricature. Petit check-up tous les 6 mois, puis tous les ans, et puis bonne vie. Voilà, donc ça c'est fait. Et alors fatigue, les deux effets qui moi m'ont le plus impacté et que après professionnellement, maintenant je peux le dire, sont en fait les effets dont on parle le plus. C'est une fatigue intense, que c'est pas en vous mettant même un mois à l'arrêt avec des siestes, on parle pas de ça, on est au-delà. Donc une perte d'énergie. Oui, tu as failli dire vital, mais en fait, oui, c'est ça. Je me suis dit vital, et en fait, c'est vraiment ça. Vital, oui. Exactement. Donc tout coûte, c'est un petit peu, là j'ai un verre d'eau en face de moi, c'est comme si le niveau du verre d'eau est très bas et donc la moindre chose, il est vidé et il faut beaucoup de temps pour le remplir. Et ça c'est très compliqué à comprendre pour l'entourage et l'entourage que ce soit professionnel ou privé, parfois même pour les médecins. Et puis il y a aussi la diminution des capacités cognitives, difficulté à retrouver ses mots, comme un brouillard. Et alors on parlait beaucoup du chemophogue, donc après la chimio, mais maintenant on parle vraiment du cancer
cancer Fogg, on remarque que ces effets-là sont reliés rien qu'à partir du moment, en fait, il y a un tel choc émotionnel au moment du diagnostic, un vrai choc traumatique, qui fait qu'en fait le stress est tellement intense qu'il va provoquer un peu ce genre d'effet de fatigue, de perte de mémoire, etc. C'est bien de parler de cette fatigue. J'avais justement mis un post sur le groupe de soutien. Il y avait tellement de femmes qui se sentaient coupables, c'était pas compris des familles. Cette fatigue est invalidante. Bon, pour certaines beaucoup plus, mais c'est vraiment bien que tu en parles en fait, parce que voilà, pour les gens, on est guéri, on a les cheveux qui repoussent, on n'est pas censé être fatigué, tes traitements sont finis. C'est ça. De quoi te plains-tu quelque part? T'es vraiment fainéante. Voilà. Et on se le dit d'abord à soi-même. Je tiens à dire qu'avant que les autres nous le disent, moi, je me rappelle m'être dit par rapport au boulot, et donc du coup ça impacte la vie professionnelle, m'être dit c'est affreux, je suis incapable, incompétente. Je m'envoyais vraiment des choses très très dures, extrêmement malveillantes à moi-même. Le petit juge intérieur m'en force à 10 000. Mais t'es trop... idiote, mais enfin, quel imbécile tu fais. Donc vraiment, mais tellement dur. Et, si je pouvais revenir à ce moment-là, je m'entourais, je mettrais mes bras autour de moi et je dirais, franchement, mais tu fais tellement de ton mieux. Et du coup, le fait que ce soit tellement tabou, ça empêche d'en parler parce qu'on croit que c'est de notre faute. Or maintenant, heureusement, on en parle un peu plus. En coaching, je prépare d'ailleurs les personnes qui viennent me voir à en parler à leur médecin. Et si je peux dire un conseil, c'est parlez-en dans des termes le plus concrets possible. Parce que allez dire au médecin du travail, je vais avoir du mal à refaire exactement tout ce que je faisais avant. Je suis beaucoup plus fatiguée en ce moment. Expliquez. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, avant, moi, j'arrive à mon boulot, pendant 1 heure, je dois lire mes mails. Maintenant, je regarde 3 mails privés. Après, j'ai besoin de dormir 1 heure. Là, on est dans du concret. C'est vraiment montrer avant, maintenant. Et alors, bien sûr, se dire que, heureusement, ça va évoluer. Ça a un instant T. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas tout ça et je me suis dit, sur mon blog Vie et Cancer, parce que je voyais quand même qu'au Canada, etc., ils en parlaient. Mais je me dis, les infos, fatigue, mais les infos sont tellement disséminées. Je me suis dit, dans un premier temps, moi, je vais les rassembler. Et puis, comme j'adore écrire, que j'ai fait le journalisme, que j'aime bien la com, je vais me mettre à écrire des petits articles. Et parallèlement à ça, je me suis formée au coaching. Donc, d'abord, il y a une première partie de la formation qui était vraiment du développement personnel, que j'ai adoré, qui a été un beau cadeau que je me suis offert. Et je me suis dit... tu as fait le travail finalement sur toi, en fait. Tout à fait. Tu l'apprenais, voilà, exactement. Et je me suis dit, mais quel outil tellement intéressant, parce que j'avais un suivi génial d'ailleurs par une psychologue, mais là on était vraiment dans la mise en action. Vraiment ce qu'on va appeler l'empowerment. Qu'est-ce que moi maintenant je peux faire pour changer les choses qui ne me conviennent pas? Et je me suis dit, en fait l'après-cancer, on a été le patient, celui qui subit pendant tellement de temps, on a besoin de reprendre la main, quoi. Tout à fait. Et oui, parce que c'est vraiment ton mot, patient empowerment. Et donc, tu as commencé à écrire des articles, tu as commencé à aider des femmes, tu as commencé à en parler autour de toi. Tout à fait. Donc, en fait, une fois que j'ai été certifiée, j'ai rajouté une rubrique conseil du coach et j'ai eu la chance du coup d'avoir aussi une chronique sur la première RTBF. Alors maintenant elle a un peu évolué, mais on en reparlera peut-être. Mais qui était clairement pour parler de l'après-cancer et dans lesquels je donne dans chaque chronique un petit tuyau coaching par rapport à la fatigue, comment en parler, par rapport aux pertes de mémoire, ou comment en parler à ses collègues, de ce qu'on vit, comment parler à ses enfants. Surtout dans le cadre du travail ou pas, ou simplement des grands concepts de fatigue, il y avait les deux. Mémoire. C'est vrai qu'il y avait un aspect travail, mais pas que, parce que aussi par rapport à comment se détacher des projections aussi, où on va dire ma pauvre, ça doit être trop dur, ou bien bravo, t'es une battante. Et qu'est-ce que finalement ça va dire des personnes qui émettent ces commentaires, parfois bienveillants, parfois avec en tout cas peut-être une intention bienveillante, mais qui ne sont pas toujours bien reçues. Et donc il faut pouvoir se dire, finalement, ça leur appartient. Donc vraiment pouvoir parler de tout ça sur ce site-là. Mais c'est vrai que le retour au travail, du coup, est arrivé dans l'accompagnement. C'était à chaque fois une question qui revenait. Il y a quand même de plus en plus de jeunes, de gens, de travailleurs, des gens qu'on va appeler actifs, parce que c'est un défaut dans la société de parler d'inactifs et actifs. C'est comme si d'un coup on était en off. C'est ça. Pour moi, je sais pas, quand on se reconstruit après un cancer, j'estime pas qu'on est en off. Pour moi, je dis souvent d'ailleurs, c'est un travail. Se reconstruire, c'est un travail. Et donc quand il y a des personnes qui viennent en coaching et qui me disent, je me sens coupable, attendez, là on parle quand même de se reconstruire. Il y a eu un tsunami ici.
Là, vous êtes en train de faire quoi? De mettre en sorte qu'il y a une petite pousse qui est là, qui est forte, qui est là malgré tout, qui est vivante. Et vous faites quoi? Vous l'arrosez, vous veillez à ce qu'il y ait du soleil, vous l'éblayez un peu autour. Et puis quand elle sera plus grande et qu'elle pourra commencer à porter des fruits, on pourra reparler d'un retour au travail, on pourra reparler d'autre chose. Maintenant, étape 1, c'est ça. Et ça, c'est un travail déjà. Le jardinier, il fait pas rien, quoi. Hein. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Hein. Oui, donc en fait, tu les vois dès la fin du cancer, et puis parce que étant toujours été indépendante, donc je ne sais pas très bien ce qui est prévu en fait en Belgique ou en France par rapport au retour au travail. Alors il y a pas non plus vraiment effectivement de règles. Hein. De fait, il y a une différence, et tu fais très bien de le souligner, entre les indépendants et les salariés, parce que évidemment, les conditions vont pas être les mêmes. Tu le sais bien, un indépendant qui s'arrête de travailler, alors il peut peut-être avoir pris certaines assurances, etc., mais il risque aussi de perdre ses clients qui vont aller voir ailleurs. Ici, c'est vrai qu'à la base, je m'étais beaucoup plus intéressée à la condition de salarié, qui était ma condition aussi à l'époque, et qui est quand même une majorité de personnes qui venaient me voir, en voyant qu'il y avait vraiment un problème par rapport, déjà, à la grande question, quand est-ce que je vais revenir? Alors là, la réponse, elle est personnalisée. C'est-à-dire qu'il faut voir quel est le type de job que vous faisiez, comment vous vous sentez maintenant, quel est l'impact sur votre qualité de vie, quels sont ce qu'on va appeler vos capacités restantes. Et comme je voyais qu'il y avait vraiment un point tellement important à ce niveau-là, parce que le travail, finalement, alors oui, ce n'est pas qui on est, mais c'est une part de notre identité sociale. C'est la petite pierre qu'on amène à l'édifice dans la société. On fait société, chacun amène quelque chose. Et je trouve que même avec le Covid, on a revalorisé des métiers qui étaient dévalorisés avant. Donc on le voit bien que le travail, à partir du moment où il y a du sens, où on voit ce que ça apporte, ça, voilà, c'est valorisant. Et donc ici, il y a ce côté-là. Puis il y a le côté aussi les relations. Hein, finalement, on voit quand même les gens avec qui on bosse, etc. On les voit énormément. On a bien vu maintenant que c'était problématique. Extrêmement important. Et puis, alors, il y a le revenu, hein, parce que peut-être que parfois il y en a qui ont un revenu assurance, revenu garanti, mais déjà pas toujours. Sur la mutuelle, c'est quand même graduel. Et puis, voilà, la vie. Parfois, on a des enfants, on a un toit à payer, etc. Donc, voilà, c'est impactant aussi au niveau financier. Donc, il y a vraiment tellement d'aspects que le travail va nourrir dans notre vie ou va apporter, que c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène pour les personnes de ne pas savoir dans quelles conditions elles vont pouvoir revenir et comment ça va se passer. Et donc, il y a tout un travail aussi à faire vis-à-vis des employeurs. Et donc, c'est vraiment là que j'ai alors, en 2017, fondé une ASBL en me disant, il y a un vide tellement abyssal qui s'appelle Travail et Cancer, dans laquelle l'idée était pas justement de me poser en patient advocate, donc de venir défendre des droits, etc. C'était plutôt de dire, est-ce que, s'il vous plaît, on peut mettre tout le monde autour de la table et réfléchir à une solution qui a un vrai win-win. Et en fait, c'est même pas un win-win, c'est un triple win. Oui. Donc, pour la personne, on l'a compris, j'ai parlé des aspects qui étaient touchés, mais alors après, pour l'employeur, il va récupérer qui? Il va récupérer quelqu'un qui se connaît mieux, qui a développé une certaine gestion du stress, des priorités, une meilleure connaissance de soi, une meilleure empathie, tout ce qu'on va appeler les soft skills, et qui sont tellement normalement maintenant de plus en plus valorisés sur un CV. Et là, on peut vraiment les mettre en avant, dire, alors ça se voit pas, mais voilà, moi, ce que j'ai maintenant en plus dans mon bagage, quoi. Hein. Extraordinaire. Oui, donc d'aller présenter ce projet à des employeurs et qui réalisent en fait c'est extraordinaire, mais ça, on n'a jamais parlé de ça avant. On n'en parle pas assez. Jamais. Et c'est vraiment, dire aux employeurs, regardez. Et alors ça vient pas de moi, c'est en atelier un jour, il y a, je sais plus, un groupe de patients qui me dit, oui, on est un peu comme des super-héros et particulièrement Batman. Je sais pas pourquoi Batman. Mais Batman, c'est quand même le seul super-héros qui à la base n'a pas de super-pouvoir, hein, il se réveille pas un jour, il peut jeter des toiles d'araignée ou des trucs comme ça, non? Il vit une injustice profonde. Ses parents sont tués par un brigand qui leur vole leur portefeuille et qui s'enfuit. Et lui, au lieu de se dire c'est injuste, moi aussi je vais semer l'injustice parce que ce monde est trop affreux, il fait le contraire, il est résilient, il devient un justicier. Il met en œuvre ce qu'il a en lui. Alors il était très riche aussi, donc il a pu, mais il utilise en tout cas ses ressources pour
rendre justice. Et donc ces personnes me disaient, on est comme Batman, quoi. On a transformé quelque chose qui a été très compliqué dans quelque chose qui est la meilleure version de nous. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas envie de travailler avec Batman ou Batwoman. Enfin, ce sont des super-héros, des super-héroïnes, des gens qui se connaissent énormément, qui ont quand même fait face à la mort, qui est quelque chose qui est tellement tabou dans notre société, et qui reviennent alors du coup beaucoup plus forts. Et peut-être qu'ils auront plus la capacité de dire non à certaines choses, etc. Mais ils vont peut-être s'éviter des burn-out. Ils vont peut-être justement exceller dans leur domaine d'excellence et pas aller se perdre dans des choses en allant chercher des reconnaissances qui ne leur servent à rien parce que eux savent ce qu'ils valent, quoi. Donc il y a vraiment toute cette force-là. Et puis alors après, si on va un cran plus loin, le troisième win, c'est qu'on va éviter des gens qui vont sombrer dans la maladie de très longue durée. On sait que plus l'absence perdure, moins le retour va être faisable. Oui, tout à fait, oui. Puis alors après, il va y avoir peut-être des dépressions, et puis on va avoir en fait des effets collatéraux. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les gens ne seront plus absents pour la cause primaire qui était le cancer, mais parce que soit ils sont revenus trop tôt et puis ils vont être complètement essorés et tomber peut-être en burn-out ou en dépression, ou se faire virer parce qu'il y a ces fameux effets après-cancer qui ne sont pas pris en compte dans des ajustements et des aménagements pour permettre un retour à leur rythme. Et donc voilà, justement, la société va gagner en inclusion et puis va montrer alors aux autres que finalement, alors ça va paraître peut-être un peu bisounours, ça ne l'est tellement pas, parce qu'il y a des études qui le montrent. Mais ensemble, on est plus fort. En faisant attention à ceux qui ont une difficulté à un moment, finalement, après, c'est eux qui vont vous porter. Et c'est pas pour rien que tu fais ce que tu fais. C'est pas pour rien que tu reçois les témoignages que tu reçois. Il y a une telle énergie de vie, d'envie de construire et de rendre. Moi, j'en vois peu qui après vont s'enfermer sur une petite île, en fermant les portes. Tout le monde est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour les autres? Enfin, c'est dingue, quoi. La communauté, c'est assez voilà. Alors, ce serait dommage de passer à côté de ces millions de potentiels. Au contraire, donnons-leur les moyens de se réaliser parce qu'ils vont faire des miracles, quoi. Et donc, toi, tu es partie dans les sociétés pour informer donc les employeurs. Et ça a eu quand même un grand impact, parce qu'on a énormément parlé de toi. Et tu veux continuer ce combat là maintenant? Alors effectivement, maintenant, c'est un point intéressant. Je sens aussi une énergie pas de complètement me détacher. Le cancer est un événement marqueur dans ma vie qui ferait pas je fais ce que je fais parce que ça m'est arrivé, et pour moi, ça a même un sens. Alors ça c'est encore une autre chose, mais c'est très personnel. Oui, en fait, tu as donné un sens. J'ai mis un sens, et ça m'a permis d'avancer. Mais c'est vrai que je ressens le besoin que ça soit une corde à mon arc, mais ce n'est pas moi. Donc pendant longtemps, je me suis beaucoup positionnée comme ça dans les médias aussi, entre autres, comme la fille qui vient parler de l'après-cancer, du retour au travail après un cancer, Madame Cancer. J'ai eu la chance d'écrire des livres, les 2 premiers concernent le cancer. Et en fait, c'est de dire, oui, c'est une partie de ce que je fais. Ça restera un sujet extrêmement important pour moi. Parce que voilà, et puis je crois pouvoir dire que j'ai construit une sorte d'expertise dans cet après-cancer. Tout à fait. Mais je ne suis plus que ça. Et donc j'ai fait le grand pas aussi de changer le nom de la page Facebook et de l'appeler non plus Vie et cancer, coaching après cancer, mais avec mon nom, Magali Mertens, oui. Coaching résilience ou résilience coaching. Oui, finalement, tu as étendu à d'autres événements. Exactement. Oui, tout à fait. Et idée au niveau professionnel, de dire aux entreprises, je peux tout à fait vous accompagner dans la mise en place de stratégies et de plans de réintégration après cancer, mais finalement, de manière plus large, d'être une société inclusive. Et d'ailleurs, je suis, alors le terme est un peu disability manager. Donc ça, c'est disability manager. Exactement. Oui, donc c'est en français, on pourrait dire pour tous nos amis. Qui manage les invalidités. Gestion de l'invalidité, oui. Oui. Donc c'est quelque chose qui est né au Canada il y a une vingtaine d'années, justement du constat que c'est pas parce que on avait eu un accident de la vie qu'on était plus bon à rien, qu'au contraire on devait valoriser les capacités restantes et les capacités nouvelles de ces personnes-là. Les capacités restantes et nouvelles capacités. Oui. Et donc il y a vraiment eu toute une mise en place co-construite avec les syndicats, avec les employeurs, avec les travailleurs impactés, avec les collègues, etc., et avec les universités, pour construire un cursus. Que maintenant, la Belgique, ça fait à peu près 4 ans maintenant, que l'INAMI a le certificat pour pouvoir former ses managers, dont je fais partie. Et l'idée, c'est d'être vraiment
la personne qui va venir mettre de l'huile dans les rouages dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on vient pas avec une solution toute faite, on a un framework, enfin un cadre, et on va venir un petit peu, et en plus moi avec ma casquette de coach, aller étudier un peu les besoins, quelles sont les ressources qui sont déjà là, et mettre tout ça un petit peu en musique, mais adapté à l'entreprise, donc à mettre en place des plans de réintégration qui vont permettre ce fameux win-win-win. C'est génial. Et parce que finalement, il y a quasi pas d'entreprise qui n'a pas de, il y a du cancer dans toutes les entreprises, quoi. Donc voilà. Oui, il y a les aidants proches. Les aidants proches qui continuent à travailler. Oui. Il y a la perte d'un enfant. Oui, donc là maintenant, on étend à donc disability management pour toutes les épreuves de la vie, quoi. Voilà. Maladie chronique, voilà, tout ce qu'il peut y avoir qui impacte finalement la vie et qui fait que on part avec peut-être quelque chose qui peut paraître quelque chose en moi au début, mais on va faire autrement. C'est que oui, ça apprendre à faire autrement. Et je pense que de toute façon, on gagne à une société inclusive. C'est vrai aussi qu'une des choses que tu as sans doute peut-être entendu autour de toi, mais les patients disent oui, moi mon employeur me dit reviens quand tu seras à 100%. Et je leur dis mais demandez déjà autour de vous qui est à 100%. Ça, c'est de nouveau une croyance, et c'est une croyance qui peut rendre fou, parce que du coup, on va... Culpabilisante. Hyper culpabilisante. Alors moi, je préfère prendre l'accord Toltec, tu reviens et tu fais du mieux avec ce que tu as aujourd'hui. Et ton mieux d'aujourd'hui n'est pas ton mieux de demain. N'était pas celui d'hier. Est-ce que tu entends aussi des gens qui sont vraiment mis à l'écart à cause de cette fatigue, donc réellement on dit celle-là elle va pas revenir. Des licenciements aussi, bien sûr, oui. C'est vraiment un magnifique projet, hein. Et tellement positif, parce que ce triple win, qu'est-ce que tu auras envie de dire justement à toutes ces femmes maintenant qui vont se remettre au travail, qui désirent se remettre au travail et qui sont un petit peu angoissées, qui ont cette fatigue, qui ont peut-être un peu perdu confiance. Je trouve aussi c'est parfois la perte de confiance en son corps. Voilà, tout simplement un tout petit exemple. Voilà, j'étais très très fatiguée après les traitements et puis après les opérations de reconstruction et de se dire mince, j'ai une interview, mais si je suis explosé avant, on n'a pas toujours confiance en son corps parce qu'on ne sait pas très bien si cette fatigue va tomber comme une guillotine. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes voilà qui sont dans ces questionnements de retour au travail, qui ont un peu peur, qui sont un peu angoissées? Alors, ça va paraître de nouveau peut-être un peu bateau, mais bienveillance envers vous-même, quoi. Vous avez traversé un ouragan. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, le mot tsunami n'est vraiment pas une légère métaphore, c'est vraiment ça. Donc, c'est normal, c'est ok. Et ne vous inquiétez pas, par contre, parce que c'est vrai que parfois, il y a des journées où on se dit, mais c'est sans fin, je n'en peux plus. Et si vous avez envie de pleurer, étalez en étoile sur votre plancher, pleurez un bon coup. Ce qui vient, par contre, où là j'irais un petit drapeau rouge, c'est si ça perdure, faites-vous aider alors, parce que vraiment ça c'est important. Moi j'en ai eu besoin aussi. Il faut vraiment, je l'avais pas vu venir et voilà. Heureusement que j'avais un suivi psychologique qui m'a permis de mettre le mot dessus. Donc évitez ça en parlant de ce que vous ressentez et surtout voyez un petit peu tiens mais qu'est-ce que j'ai découvert sur moi, qu'est-ce que je ne savais pas que je pouvais faire et que je réalise qu'en fait je sais plus qui a dit on ne sait pas à quel point on est fort jusqu'à ce qu'on soit forcé de l'être. Ben oui, on n'a pas choisi de faire ça. Moi, c'est Bob Marley. C'est Bob Marley. C'est Bob Marley qui l'a dit. Eh bien, voilà, mais c'est vraiment ça. Alors oui, peut-être qu'on aurait bien aimé l'apprendre autrement, mais c'est comme ça. On ne sait pas changer. De nouveau, on ne sait pas changer le pourquoi, mais on peut changer le comment. Et vraiment de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il y a pas longtemps, j'avais lu dans un livre de témoignages une dame qui disait, au lieu du mot cancer, de le voir comme cancer, Q-U-A-N-D-S-E-R-T. Donc, oui. Tiens, quand quelque chose sert. Et donc, finalement, même de faire un dézoom par rapport à l'expérience cancer qui est traumatique, mais qu'est-ce que j'ai déjà vécu de compliqué dans ma vie et que maintenant, peut-être 10 ans après, 20 ans après, je réalise que finalement, ça m'a dirigé vers autre chose. Ça m'a appris telle chose qui me sert encore aujourd'hui. Ça permet de prendre du recul. Et le cancer, c'est la même chose. Dans 10 ans, vous n'aurez pas le même regard que peut-être aujourd'hui. Moi, il m'a quand même fallu, et c'est pour ça, souvent, Delphine, je t'admire, il m'a fallu 3 ans pour, à un moment, relever ma tête, pleine de larmes, et dire, maintenant, coup de pied au derrière, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, pendant 3 ans, j'étais dans la complainte. J'avais besoin de ça. C'était ça. Oui, j'étais là. C'était mon chemin. Donc une difficulté. Mais peu importe. C'était mon chemin. Et voilà. Chacun a une temporalité différente. Ne vous comparez pas.
Après 6 mois, vous voyez quelqu'un qui rebondit, chouette. Peut-être que vous, il faut plus de temps. Après 5 ans, c'est encore dur. Eh ben, c'est comme ça. C'est OK. Que tu dis ça. Mais bienveillance. Oui. Vraiment. Et donc, toi, tu estimes donc que tu es réellement tombée en dépression. Est-ce que tu t'es fait aider par des médecins aussi? Pour peut-être dire aux femmes aussi, hein. Oui, c'est pas tabou du tout. Donc, moi, clairement, après mon 2e bébé, donc, postpartum, post-cancer, une catastrophe. Et je réalisais que je ne faisais que pleurer tous les jours, que la vie était trop dure. Et donc, vraiment, ma psy m'a mise sous antidépresseur sur une période déterminée. Et puis, je l'avoue, il y a eu ce fameux électrochoc qui a permis qui m'a remise en vie. Tout à fait. Mais c'est bien aussi que tu mentionnes les antidépresseurs aussi, parce que c'est pas un moment, c'est pas honteux. Une petite béquille qui t'a aidé. Quand on a trop la tête sous l'eau, il faut parfois faire une douée, quoi. Pour redormir et, tout à fait. Écoute Magali, voilà, merci en tout cas. Je pense qu'on a un message clair pour les employeurs aussi. Donc, comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Mais déjà, je te remercie et vraiment, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la lumière. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses compliquées, mais ça fait partie, en fait, finalement, des apprentissages de la vie. Et je veux dire, c'est vraiment comme les saisons, quoi. Quand vous êtes dans votre plus bas, pensez à l'hiver. L'hiver, c'est dur de se dire que de ces arbres nus, il y aura de la vie. Et pourtant, chaque été, il y a de nouveau des fleurs, il y a de nouveau des fruits. C'est la même chose pour vous. Je peux faire une petite promotion pour mes livres. Oui. Ah non, mais j'allais de toute façon. J'aimerais que tu mentionnes tous tes livres, les éditions, et alors évidemment, tous tes liens vers tous les réseaux sociaux, ton site internet. Mais voilà, fais la promotion de tes livres et de ton activité maintenant. Et en plus, comme je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, voilà, tu peux faire tout ça aussi par Zoom. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles. Comme ça, on conclut. Parfait. Mais justement, je sais que c'est parfois compliqué d'aller voir un coach, qu'on n'a pas toujours les moyens. Le cancer impacte les finances, mais j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Je rebondis après mon cancer chez Jouvence. Qui est fantastique. Qui est à moins de 6 €, qui est vraiment très très interactif. Et vraiment l'idée, c'est un petit journal. Exactement. On peut écrire dedans et tout ça. Tout à fait. Revenir dessus, refaire les exercices quelques mois plus tard, quelques semaines après, et vous verrez que les choses bougent déjà. Donc voilà. Puis il y a un 2e livre qui est vraiment axé là sur le retour au travail, qui s'appelle Retourner au travail après un cancer, la réintégration, un processus collectif, parce que j'appuie sur cette notion-là, où il y a plusieurs témoignages, et c'est également publié chez Jouvence. Et là, c'est vraiment intéressant à la fois pour la personne qui revient elle-même, mais à mettre entre les mains éventuellement les collègues, les aidants proches et les managers, les personnes des ressources humaines qui vont pouvoir y trouver des outils, des conseils pour accompagner quelqu'un de leur équipe qui serait dans ce cas-là. Voilà. Et puis il y a un 3e livre qui est très différent, qui s'appelle Changer de vie, devenir coach. Voilà, parce qu'en fait, je remarque que, comme je te disais, il y a beaucoup de personnes après qui veulent construire un projet, qui veulent en fait finalement faire en sorte que ça serve. Et entre autres, sans doute parce que je suis moi-même coach, me demande un peu comment j'ai fait, etc. Alors moi, j'aime bien répondre par un livre. Et donc je me suis dit, voilà, comme ça c'est fait, tout est là. Et donc c'est vrai que c'est un livre pour les personnes qui sont intéressées par la profession ou qui se sont formés mais qui n'osent pas se proclamer coach, qui ont un peu encore des peurs, etc. Donc voilà. Oui, c'est tous des petits livres hyper pratiques, un format super. Oui, exactement. En tout cas, mille merci. Et puis je mettrai un lien vers. Donc tu nous rappelles le nom de ton site. Maintenant, tu utilises Magali Mertens. Alors magalimertens.com. Et de là, vous pouvez. Il reprend parapluie les autres. Mais si vous avez des questions sur le retour au travail après un cancer ou la vie après un cancer, les liens sont là. Mais magalimertens.com dorénavant. Voilà. C'est ton nom. Voilà. En tout cas, merci Magali. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très
très très fort, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.